Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci à tous pour votre soutien à TV Liberté. Nous avons la joie de recevoir Jean Descartes. Bonjour Jean. Bonjour Anne. Pour cette rubrique, je lis donc, je suis consacrée au dernier livre de Jean Descartes qui s'appelle Le siècle des sacres et c'est publié chez Perrin. C'est un livre dans lequel vous dites beaucoup de choses sur ces monarchies européennes que vous connaissez bien. Trois mois après le démantèlement de la jungle, des centaines de clandestins sont de retour à Calais. Après une réunion avec les associations d'aide aux migrants, le gouvernement a décidé d'ouvrir 2 nouveaux centres d'accueil dans le Pas-de-Calais. Les actes dits racistes seraient en baisse de près de 45% en France, une réduction qui concerne uniquement les communautés juives et musulmanes. Les dégradations de sites chrétiens ont en revanche augmenté de plus de 17% en un an. Le chantier de la ligne grande vitesse Lyon-Turin validé par l'Assemblée nationale et le Sénat. Après de longues années d'hésitation, les 2 pays semblent voir le bout du tunnel. Reste le problème du financement. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, pour commencer, retrouvez Élise Blaise pour votre rendez-vous politique quotidien, Cap sur l'Élysée. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Cap sur l'Élysée. L'étau se resserre autour de François Fillon. Empêtré dans des affaires sorties au fur et à mesure par les médias, l'idée d'un plan B pour représenter la droite et le centre à la présidentielle fait naissance. De son côté, le candidat républicain dénonce un coup d'État institutionnel. Le meeting parisien et les 15 000 militants présents n'auront rien pu faire. François Fillon ne parvient plus à sauver la face. Après le premier article du Canard enchaîné sur l'emploi supposé fictif de son épouse pour un salaire de 500 000 € comme attaché parlementaire, on arriverait désormais à la somme de 900 000 €. Au travail aux côtés de son épouse s'ajouteraient également des prestations pour 100 000 € pour la revue des Deux Mondes. Alors que les époux Fillon étaient entendus au parquet financier de Versailles lundi, des perquisitions ont été menées mardi à l'Assemblée nationale. Les recherches n'ont visiblement rien donné. Aucune trace d'adresse électronique ou de badge au nom de Pénélope Fillon n'aurait été trouvée. Entre-temps, les sommes prétendument perçues par l'épouse de l'ancien Premier ministre ont donc été revues à la hausse et frôleraient le million d'euros pour des sommes perçues entre 88 et 2013. Une durée plus longue que celle justifiée par François Fillon. La défense devient donc de plus en plus compliquée pour celui qui partait favori de l'élection présidentielle. Pour l'actuel candidat, il s'agit d'une machination pour lui nuire. Il y a, comme vous l'avez vu, une opération d'une extrême ampleur de calomnie très professionnelle. Cette opération, elle me vise moi, mais elle vise évidemment à travers moi un projet et un candidat à l'élection présidentielle.
La justice est saisie. Moi, j'ai confiance dans la justice. Je ne m'exprimerai plus sur aucune des questions qui me sont posées. Je me suis exprimé devant les juges hier, devant les policiers hier. J'étais d'ailleurs très soucieux d'être entendu très vite. Ils l'ont fait. Je m'en félicite. Je suis confiant. Je suis serein. J'attends. La sérénité et la patience ne suffiront sans doute pas, au-delà des lenteurs de la justice qui ne permettront pas de régler le problème avant l'élection présidentielle. Les méandres judiciaires ne pourront garantir le bon déroulement de la campagne. S'il est vrai que le candidat doit uniquement répondre des accusations devant la justice, il semblerait toutefois nécessaire de s'expliquer clairement devant les électeurs pour faire la lumière sur toute l'affaire. S'il est clair que les médias et la lalie contre le candidat Fillon ne sont pas un hasard, les faits reprochés semble de plus en plus être en mesure de sonner le glas de l'ancien Premier ministre. Comme un dernier recours face aux attaques multipliées, François Fillon a dénoncé un coup d'État institutionnel, affirmant qu'il était porté par le pouvoir en place. Et la question qui demeure reste évidemment à qui profite le crime. Face aux attaques de François Fillon, un candidat semble profiter de la situation, Emmanuel Macron. Le dernier sondage Elab, commandé par Les Échos, le donne effectivement en deuxième position au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron enjambe François Fillon ou lui marche dessus. La fougue médiatique concentrée sur les accusations d'emploi fictif de l'épouse du candidat Les Républicains permet à l'ancien banquier Rothschild de se qualifier pour le deuxième tour face à Marine Le Pen. Le candidat En Marche serait alors entre 22 et 23% et François Fillon oscillerait entre 19 et 20, pendant que la présidente du Front National plafonne entre 26 et 27%. Le tempo est donc idéal pour Emmanuel Macron, encore inconnu il y a 2 ans. Tout semble lui sourire. Les soutiens parmi le gratin de la société rejoignent le mouvement En Marche tous les jours. Les couvertures de magazines se disputent même l'image d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron pensif, Emmanuel Macron souriant, Emmanuel Macron et son épouse, Emmanuel Macron répondant aux rumeurs sur son homosexualité. Macron fait vendre, d'ailleurs, c'était son travail. Candidat de la finance internationale, il connaît les jeux de pouvoir et les rouages des institutions qui supplantent les souverainetés nationales. Tel une Hillary Clinton ou un George Soros, le jeune banquier est bercé par les salons dorés d'une élite déconnectée du peuple, une déconnexion qui l'accommode bien. Citoyen du monde proche de Jacques Attali, il se lance à l'assaut du pouvoir à l'Élysée sans conscience nationale et pour le faire dans n'importe quel pays où il a officié pour les affaires. Son incarnation de la nouveauté ne tient qu'au trait de son jeune visage. Il est le symbole opportun d'une élite transnationale accrochée aux manettes des pays occidentaux depuis des décennies. Emmanuel Macron a été choisi, pu être n'importe quel jeune loup brillant. Il n'a aucune expérience du pouvoir institutionnel, n'a jamais exercé de mandat d'élu. Sa progression s'est faite au gré des cooptations et cela suffit bien. Le peuple ne fait plus le pouvoir, les médias lui expliquent ce qu'il faut penser. Le peuple, lui, n'a plus qu'à se mettre en marche. Et de son côté, Marine Le Pen est dans une bonne passe. En tête dans les dernières enquêtes d'opinion, la présidente du Front National semble assurée d'être au deuxième tour de la présidentielle. Toutefois, elle s'inquiète du traitement réservé à son mouvement dans les médias. En effet, les 2 primaires ont catalysé une grande partie de l'attention et la presse leur a réservé un traitement de faveur au détriment des autres partis. Marine Le Pen a donc tenu à attirer l'attention du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, à ce sujet par une lettre ouverte. Pour autant, alors que les temps de parole ont été très inégaux, le compteur est reparti à 0 ce mercredi 1er février. Le retard cumulé est donc balayé d'un revers de la main, ce contre quoi s'insurge Marine Le Pen qui réclame un report des heures dues. Dans la réalité, le respect de l'égalité du temps de parole est totalement intenable dans la mesure où le dépôt des 500 signatures pour les candidats est prévu pour mi-mars. Tous les déclarés candidats devraient d'ores et déjà avoir voix au chapitre. Une configuration totalement impossible. Ainsi, dans le cas des petites candidatures validées mi-mars, le CSA devra recourir à un rééquilibrage sans pour autant réussir à véritablement retrouver l'équité. En réalité, on rattrapera les retards avec des émissions programmées tardivement ou sur des chaînes moins plébiscitées. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain et tout de suite vous retrouvez le reste de l'actualité avec Olivier Frère-Jacques. Bonsoir.
Merci Élise, et maintenant retour sur les titres de l'actualité. Bis repetita dans le Pas-de-Calais. 3 mois après le démantèlement de la jungle de Calais, les clandestins reviennent en masse à leur point de départ. De son côté, l'État souhaite ouvrir de nouveaux camps pour les accueillir. Thibaut Bastide. Retour à la case Calais pour les migrants. 3 mois se sont écoulés depuis le démantèlement de la jungle et pourtant les clandestins sont déjà de retour dans la région. Initialement répartis dans des centres d'accueil et d'orientation, les CAO, un peu partout en France, des centaines de migrants ont fait le chemin retour pour regagner la côte dans le seul but de rejoindre l'Angleterre. Désintéressés par les CAO qui ont coûté des millions d'euros, les clandestins se réorganisent dans la banlieue de Calais. Et une fois de plus, le gouvernement vient à la rescousse et propose d'ouvrir 2 nouveaux centres d'accueil dans le Pas-de-Calais. En effet, les associations d'aide aux migrants ont été reçues lundi par le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux et par le ministre du Logement Emmanuel Cos. Une réunion dont le but était de faire le bilan de l'après-Calais. Et pourtant, des experts avaient été missionnés pour faire des propositions en novembre 2016. Cependant, la proposition de création d'un accueil minimal d'urgence à Calais, de 100 à 150 places, n'a pas été retenue. Au lieu de ça, les ministres ont préféré recevoir plusieurs associations afin d'évoquer cette situation. À l'issue, 2 annonces ont été faites. Tout d'abord, aucun dispositif d'accueil ne sera créé à Calais, ce qui était pourtant réclamé par les associations d'aide aux clandestins. En revanche, 2 nouveaux centres seront créés dans le Pas-de-Calais, un pour les mineurs et l'autre pour les adultes qui viendraient en complément de celui déjà existant à Croisilles près d'Arras. Ce nouveau CAO devrait se situer à 80 km de Calais, une distance jugée beaucoup trop lointaine des côtes par l'un des responsables d'une association. Près de 400 migrants se trouvent actuellement près de Calais et l'ouverture de ces 2 nouveaux centres est une aubaine pour les clandestins qui souhaitent revenir dans la région. Une décision qui rappelle de mauvais souvenirs aux riverains victimes de la violence des étrangers clandestins. Mais pour le gouvernement, l'intérêt des migrants est supérieur à celui des Français. Le racisme serait en forte baisse en France sur l'année 2016, une information qui peut paraître anecdotique mais qui cache un phénomène grave, l'augmentation des actes de dégradation contre les lieux de culte chrétiens. Le racisme serait en très forte hausse en France sur l'exercice 2016. Selon le ministère de l'Intérieur, 1125 actes racistes ont été recensés en 2016 contre 2034 en 2015, soit un repli de près de 45%. Des chiffres à prendre avec des pincettes puisqu'ils émanent d'une autorité politique partisane, mais des chiffres qui donnent tout de même une tendance. Ces données sont à relativiser également en ce qu'elles succèdent à des résultats de 2015 exceptionnels et qui faisaient suite aux attentats islamistes. Les éléments recensés sont les violences, incendies et dégradations, mais aussi les menaces comme les injures ou les courriers. Le calcul mené par les autorités reste tout à fait opaque et la place Beauvau insiste sur les détails concernant les actes dits anti-musulmans en baisse de 58,5% et les actes réputés antisémites en baisse de 57,6%. Quant aux autres actes racistes, c'est-à-dire ceux qui ne concernent ni les musulmans ni les israélites, ils seraient en baisse de près de 24%. Selon le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, cette baisse est à mettre au crédit des actions entreprises par le gouvernement, notamment un fameux plan d'action d'avril 2015 et qui aura coûté la coquette somme de 100 millions d'euros. Le contrôle du résultat et des conséquences de la campagne antiraciste étant impossible, difficile de souscrire à cette analyse. Nouveauté, en revanche, dans le discours ministériel, le successeur de Bernard Cazeneuve évoque ouvertement des actes anti-chrétiens. Un bien maigre lot de consolation pour les communautés chrétiennes qui sont concernées par 90% des atteintes aux sites religieux. Avec une augmentation de 17,5% de 2015 à 2016, mais surtout de 245% entre 2008 et 2016, ces attaques contre les lieux de culte chrétiens dépassent très largement en nombre, en proportion et en augmentation les attaques contre les synagogues et autres mosquées, devenues aujourd'hui tout à fait marginales. L'accord franco-italien portant sur la réalisation de la section transfrontalière de la liaison ferroviaire Lyon-Turin, très probablement bientôt ratifié. L'Assemblée nationale puis le Sénat ont donné leur accord définitif pour le lancement des travaux. Restent plusieurs questions en suspens, le financement du projet et la contrainte écologique. Floriane Janin.
La construction de la LGV, la ligne grande vitesse Lyon-Turin, devrait bientôt démarrer. En France, les deux chambres ont adopté le projet de loi autorisant la ratification d'accords. Le projet de TGV Lyon-Turin, déclaré d'utilité publique en 2013, reliera les deux grandes villes à travers notamment un tunnel de 57 km partant de Saint-Jean-de-Maurienne en France jusqu'à Suse en Italie. L'heure est aux appels d'offres et le début des travaux devrait commencer en 2018 pour une durée de 12 ans. Le projet de cette liaison transalpine avait été porté à la connaissance du public en 2011 et a traîné notamment pour des considérations écologiques, considérations pour le moins idéologiques car largement menées par des activistes libertaires. En réalité, la LGV Lyon-Turin permettra de désengorger le trafic routier entre Rhône-Alpes et Piémont-Lombardie qui aujourd'hui passe par les tunnels du Mont-Blanc, de Fréjus et celui de Vintimille. La création de la ligne permettra une réduction des gaz automobiles mais aussi des nuisances sonores pour les riverains. En outre, Lyon ne sera plus qu'à 2 heures de Turin. Le chantier du tunnel devrait demander un investissement de 8,6 milliards d'euros, dont 3,44 milliards à la charge de l'Union européenne, 3 milliards par l'Italie et 2 milliards par la France. Le coût total du projet, c'est-à-dire pour les 250 km de voies ferrées, est lui évalué à 26 milliards d'euros, dont 10 milliards pour la France. Le problème réside aujourd'hui dans le financement public de l'infrastructure. L'Agence de financement des infrastructures de France dispose de près de 300 millions d'euros d'autorisation d'engagement pour 2017. Mais le financement des années à venir n'est pas pérennisé et un autre projet occupe également l'argent public, le canal Seine-Nord. La Cour des comptes s'interroge d'ailleurs sur la capacité de mener ces deux dossiers en même temps. Si le projet aboutit bel et bien, le tunnel sera livré en 2027, soit 200 ans après la mise en service de la première ligne française et d'Europe continentale reliant Saint-Étienne à Andrézieux dans les départements de la Loire. Un projet coûteux, mais qui permettrait de poursuivre la belle aventure de la construction ferroviaire. Les Français sensibles au zéro déchet, un changement radical s'opère dans le mode de la consommation qui va bien plus loin que la simple intégration du recyclage. Véritable révolution, le zéro déchet compte de plus en plus d'adeptes. Thibaut Bastide. Les Français produisent près de 400 kilos de déchets par an, un constat qui soulève le problème de la surconsommation. Une tendance très forte avec des produits souvent empaquetés dans des emballages superflus. Pourtant, des alternatives existent comme faire ses courses dans des boutiques de denrées en vrac, cuisiner ses propres plats plutôt que d'avoir recours au surgelé, fabriquer soi-même ses produits ménagers ou pratiquer le compostage des matières organiques. Le recours à ces modes de consommation permet de tendre au zéro déchet, une tendance qui peut aussi s'inscrire dans une démarche de déconsommation, des pratiques rendues plus courantes grâce aux débouchés commerciaux que représente l'ouverture de magasins bio et de produits réputés éco-responsables. Un phénomène largement amplifié par la multiplication des sites internet valorisant ce mode de vie et donnant des conseils aux internautes curieux d'appliquer ou d'en savoir plus sur le zéro déchet. Et le zéro déchet ne se limite évidemment pas qu'à la France. L'Allemagne, la Suisse, mais aussi la Belgique ou encore le Canada sont en avance dans le domaine. En plus d'être écologique, le zéro déchet peut également s'avérer économique avec la réduction des coûts liés aux emballages. Bea Johnson, auteur d'un ouvrage référence sur le zéro déchet, explique avoir réduit d'un tiers ses dépenses liées à l'achat de denrées alimentaires. Cette alternative à la consommation de masse reste toutefois marginale, mais l'intérêt suscité pour la pratique pourrait bien changer les modes de consommation en Occident dans les décennies à venir. Et passons à présent à l'actualité en bref. Un clandestin algérien condamné pour agression sexuelle. L'individu était poursuivi pour avoir caressé une jeune femme dans le tramway le 20 janvier à Caen, dans le Calvados. Jugé en comparution immédiate lundi, l'agresseur a expliqué que la France ressemble au paradis et qu'il passe ses journées à fumer des joints. Il a été condamné à 1 an d'emprisonnement assorti d'une interdiction du territoire de 5 ans. Il devra également indemniser sa victime à hauteur de 2 000 €. Champion du monde, mais pas seulement, les frères Karabatic condamnés à de la prison avec sursis quelques jours seulement après leur titre mondial. La Cour d'appel de Montpellier a rendu mercredi une décision plus sévère qu'en première instance lors du procès dit des paris truqués. Nicolas et Lucas Karabatic et 14 autres prévenus sont soupçonnés d'avoir parié sur un match de handball et de l'avoir truqué en 2012. Les deux frères ont été condamnés à 2 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Ils ont 5 jours pour former un pourvoi en cassation.
Les homosexuels autorisés à donner leur sang en Suisse, mais certaines conditions ont été posées. Pour donner leur précieux liquide, les hommes homosexuels devront avoir été abstinents pendant 1 an. Cette mesure devrait entrer en vigueur à partir de juillet. L'interdiction existait depuis 1977 en raison des risques de transmission du sida. Les conditions de vérification de l'abstinence n'ont cependant pas été évoquées. Et voilà, c'est la fin de notre édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Écrivain et militaire, poète et soldat, Louis de Condé a vu sa vie basculer le 22 août 1962. Ce jour-là, il participe activement à l'attentat du Petit Clamart. Le but de ses camarades et lui est simple, tuer le chef de l'État, le président de Gaulle. Louis de Condé n'évite aucune question et raconte l'opération Charlotte Corday qui visait à éliminer physiquement Charles de Gaulle. Il revient sur la guerre d'Algérie, ses décennies d'engagement politique et sa passion pour la poésie. Dans cet attentat dit du Petit Clamart, qui s'appelle en réalité de votre point de vue Opération Charlotte Corday, c'est le nom que vous lui avez donné, quel a été votre rôle personnel? Alors ce rôle-là personnel, c'est un rôle que je n'avais pas choisi. J'ai été le chef de bord de la 3e voiture, une voiture qui n'est pas intervenue. Mais il faut se référer à ce que fut, disons, ma présence dans cette équipe depuis le mois de mars jusqu'au 22 août, où je faisais partie de l'équipage de la 2e voiture, celle qui était, disons, dont le chauffeur était Alain de la Tocquenay, dont j'ignorais le nom à l'époque, c'était Max simplement, avec Georges Vatin et moi. Mais quelques jours avant le Petit Clamart, je pense 8 jours avant, le colonel Bade-Saint-Thierry, c'est-à-dire Didier, je ne connaissais pas son nom, a décidé d'adjoindre aux 2 voitures principales une 3e voiture, et contre mon gré, il m'a bombardé chef de bord de cette voiture. Et ce soir, retrouvez Perles de culture, l'équipe cinéma vous conseillera les films La Vallée des loups, Le divan de Staline, Live by Night, Manchester by the Sea et La Communauté. Anne Brassier recevra ensuite l'écrivain et historien Jean Descartes pour son ouvrage Le siècle des sacres, puis la chronique L'art en beauté vous offrira le portrait du metteur en scène Hervé van der Meulen et de son théâtre, le studio Asnières. Et tout de suite, la chronique d'Hervé Juvin, Juvin en liberté. Quant à moi, je vous retrouve demain. Merci de votre fidélité. Bonsoir. Question de Ignace Ducy-sur-Marne. Où va l'Union européenne? Où va le couple franco-allemand? Ce n'est un secret pour personne, l'Union européenne va mal. Le président de la Commission l'a dit, c'est peut-être la Commission de la dernière chance. Nous allons bientôt vivre des célébrations d'anniversaire européen en 2017. Sans nul doute, des affirmations diverses seront posées sur la table. Si l'Union européenne ne trouve pas une nouvelle vitesse, diront certains, pour les autres, si elle n'entreprend pas de se refonder, comme le suggère Hubert Védrine, l'Union européenne va à sa fin. Riront probablement en coulisses quelques diplomates britanniques qui en sont persuadés. La question du Brexit ne se posera pas parce qu'il n'y aura plus d'Union européenne à la fin 2019. Que faut-il en penser? Ce constat très simple, le moteur au fondement même de l'Union européenne que le général de Gaulle et le président Adenauer avaient rendu inentamable, le tandem franco-allemand a été rompu. Le tandem franco-allemand a été rompu pour des raisons qui ne sont pas de circonstance. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardons le produit intérieur brut de la France et de l'Allemagne en l'an 2000-2005. La France progresse par rapport à l'Allemagne et le PIB de la France est tout près de représenter 76% du PIB allemand. À l'époque, les projections disent que la France, ça fera plus de 80% du PIB allemand avant 2020. Que s'est-il passé l'inverse? Aujourd'hui, la France, c'est à peine 70% du PIB allemand. Ça n'est pas une différence quantitative, c'est une différence de nature.
La France est en passe de représenter à peine les 2/3 de l'activité économique allemande, de l'économie allemande. C'est peu et nous continuons à régresser. Autre point est naturellement politique. Sur des décisions majeures, c'est peu de dire qu'Angela Merkel n'a pas consulté l'hôte de l'Élysée, elle ne lui a même pas téléphoné. Ce qui veut dire que sur la crise des migrants, comme sur d'autres aspects de la politique par rapport à la Grèce et aux pays du Sud, l'Allemagne fait cavalier seul. L'Allemagne qui se voit probablement confortée dans une fonction de superintendant de l'économie et du marché européen aux ordres de son maître américain. Tout ceci ne convient pas à la France, tout ceci n'est pas très convenable sur le fond, et tout ceci ne respecte aucun des fondements et aucun des principes à la base de l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas été construite pour être un marché ouvert à la solde et aux ordres de l'ami américain. L'Europe n'a pas été construite pour que l'économie, l'industrie, les marchés européens soient surdirigés par une Allemagne sûre de sa force, sûre de sa compétitivité et sûre de ses gains commerciaux outranciers, largement acquis aux dépens des autres pays européens. Bref, ça ne peut plus continuer comme ça. Bref, la rupture franco-allemande est dans le fruit, et dans ce cas-là, c'est tout l'arbre de l'Union européenne qui risque de se dessécher et de mourir très vite.